J'occupais une place importante dans la vie de ma femme. Mais alors que je suis arrivé devant la maison ce soir-là, j'ai regardé le vieil arbre à côté, les lumières dans la cuisine et les lumières dans la salle de bain. Je voyais ma femme avec son essuie sur la tête, descendant et se préparant, retirant son soutien-gorge, retirant ses vêtements et se mettant alors le visage, se mettant alors le visage dans l'eau. Elle était en train de se préparer, de masquer son visage et ensuite de passer une lotion. qui était- Elle passait une lotion sur son visage, passait une crème transparente sur son visage. Elle s'était habillée, avait mis un t-shirt et avait mis un vêtement. Ensuite, je ne l'ai plus vue, car elle descendait les escaliers. J'ai hésité en la voyant ensuite dans la cuisine avec les enfants. Elle était avec mes deux filles dans la cuisine. Je l'ai vue à travers la vitre et à travers les lumières jaunâtres, derrière l'arbre, et j'ai pu la distinguer, même derrière les feuillages des arbres. Je suis sorti, la main sur la poignée et la clé en main que j'ai serrée, la clé de voiture en main. La voiture qui venait de se fermer, les clignotants qui venaient de s'éteindre, les phares eux-mêmes qui venaient de s'éteindre aussi. Je me retrouvais dans le noir, appuyé contre la voiture. J'ai hésité à rentrer. J'ai observé la maison de loin, et puis je me suis avancé. Je savais que j'occupais une place importante dans la vie des filles, et une place importante dans la vie de ma femme. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que elle ne savait pas, mais que moi je savais, c'est que parfois il fallait que je fasse semblant, il fallait que je mente, ou il fallait que je passe au travers des filets. Il fallait que je passe au travers des filets pour pouvoir m'en sortir, car jongler entre deux vies, c'est peut être difficile, et c'est ce que je faisais. Je venais de repartir de chez, je venais de repartir de chez Damien. Alors comme je venais de repartir de chez Damien, j'ai regardé derrière moi, et ensuite, à ce moment-là, je suis allé vers la, je suis allé vers la porte, me dirigeant vers la porte, sûr de moi. J'ai hésité à frapper. J'ai regardé la porte un petit temps, et puis j'ai frappé, et je suis rentré. Ma femme m'a accueilli, m'a regardé, et m'a dit «Chérie, t'es rentré?» avec un sourire aux lèvres. J'avais envie de dire oui sincèrement et honnêtement, mais je n'y arrivais pas. Alors j'ai regardé un peu autour de moi, l'air de rien, l'air d'un peu esquiver les regards de mes filles et le regard de ma femme. Je lui ai dit oui, oui, je suis rentré, mais l'air pas très sûr, l'air incertain. J'ai déposé mon manteau juste au porte-manteau à l'entrée, refermé la porte, et je me suis dirigé vers elle. Je me suis dirigé vers elle. Dans la cuisine, il y avait déjà un repas sur le feu, et elle était en train de préparer à manger. Ça sentait les légumes qui étaient en train de bouillir, ça sentait le repas, ça sentait les épices et elle était en train de faire à manger. Elle était en train de touiller dans une casserole avec avec une cuillère en bois qu'elle portait à sa main. Et moi, j'étais derrière elle, je lui demandais «Tu fais quoi?» Je faisais le mari aimant, mais ce n'était qu'un jeu d'acteur. Ce n'était que du... Ce n'était que un... Ce n'était qu'un jeu d'acteur très précis en fin de compte. Ce n'était que du faux semblant. Alors je lui demandais «Tu fais quoi? Tu prépares quoi?» Comme pour jouer le père parfait. Même si je savais qu'aux yeux de mes filles, c'était horrible de faire ça. Même aux yeux de ma femme. Mais jamais je n'oserais lui dire ce que je vis derrière. Jamais je n'oserais lui dire ce que je vis derrière la surface. Alors je faisais semblant, voire même quitte à mentir. Ce soir, le regard incertain, ma femme était en train de regarder le stérilet. Elle était en train de regarder le stérilet, assise sur les toilettes, pantalon baissé, pantalon baissé vers le bas. Elle était en train de regarder son stérilet. Elle le portait à la main, l'air concentré. Parfois, elle avait un regard vers le haut, parfois un regard vers le bas. Elle le regardait en se disant «Mon Dieu, peut-être que je suis enceinte». Et de temps en temps, elle me regardait, je me sentais observé. Moi, j'étais assis sur le lit. De mon côté, j'étalais de la crème sur mes mains, entre mes doigts et sur mes bras. J'ai alors tout de suite changé de t-shirt et je me suis retourné vers elle. Je lui ai demandé comment ça allait. Je lui ai demandé si ça allait bien, je me suis dirigé vers elle, j'ai passé mes mains autour de ses bras et je lui ai demandé si ça allait, en la regardant dans le miroir. Non tout de suite dans les yeux, non tout de suite dans les yeux, mais en la regardant dans le miroir, je lui ai demandé si ça allait bien. Sur le côté, je voyais le stérilet, mais je faisais mine de ne pas le voir. Elle m'a demandé si moi ça allait bien, en se reposant contre l'évier. Je lui ai dit que oui. J'ai retiré mon t-shirt devant elle et j'en ai mis un autre, un gris foncé. Je me suis assis sur le bord du lit et elle m'a rejoint. Elle s'est couchée
et elle m'a dit: Viens, viens te mettre près de moi. Je me suis mis près d'elle et je me suis mis contre le lit. Elle m'a demandé, elle m'a demandé une fois que j'étais contre la tête de lit s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais le regard, j'avais le regard un peu pensif, un peu dans le vide, en train de regarder les meubles et par dehors, par la fenêtre. Alors je me suis tout de suite réveillé et j'ai dit: Non, 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 ça va bien, ça va bien. L'air de donner l'impression que je pensais à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé et elle m'a demandé si ça allait. Je lui ai répondu que oui, parce que c'est vrai que mon attitude laissait à penser que j'étais ailleurs. Mais je n'étais pas ailleurs, j'étais simplement pensif. Mais je comprenais son inquiétude totalement par rapport à la manière dont je me comportais ce soir-là. Je suis rentré en ville cet après-midi. J'ai levé la tête de manière à regarder l'appartement de Damien quand j'avais garé la voiture. Retirant les clés du contact de la voiture, calibrant le volant sur le côté et finalement refermant la porte derrière moi. Les clés, les clés de voiture et les clés de l'appartement de Damien qui étaient dans ma poche. J'ai finalement sonné et je me suis reculé. J'ai levé les yeux vers l'appartement et Damien m'a ouvert. Quand j'ai entendu la porte sonner, j'ai poussé la porte et je suis rentré. Une fois que j'étais en train de monter les escaliers, j'étais déjà en train de me demander comment est-ce que je vais pouvoir lui expliquer les choses. Comment est-ce que je vais pouvoir faire Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour lui raconter ce qui s'est passé? Alors il n'y avait rien à raconter sur ma femme et moi, mais comment est-ce que je pouvais faire pour encore une fois jongler entre la vie avec ma femme et avec celle avec Damien? Alors je suis rentré. J'ai frappé à la porte 2 coups et il m'a ouvert. Il m'a dit de rentrer, je me suis assis sur le fauteuil et il m'a regardé et tout de suite il avait compris que quelque chose n'allait pas. Essayant d'esquiver les questions, essayant d'esquiver les regards, il était avec un verre en main, mais il avait l'air de me regarder de manière un peu suspecte, comme si, comme s'il y avait quelque chose qui m'était arrivé. Il s'est mis à côté de moi, consciencieusement, il m'a regardé et m'a dit: Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit qu'il le voyait très bien, qu'il s'était arrivé quelque chose. J'esquivais les questions, je regardais à gauche quand il me regardait moi, j'esquivais les regards et je ne lui parlais même pas. Je suis rentré sans même l'embrasser ou sans même passer ma main ou sans même passer ma main autour de ses côtes, sans même passer ma main dans son dos ou sans mettre une caresse dans son dos. Il m'a regardé et il m'a dit: Tu es rentré comme ça, tu t'es assis, comme si tu avais directement quelque chose à me dire. J'ai senti un malaise très léger, et c'est ce qu'il m'a dit. Je me sentais un petit peu coupable qu'il ait senti un malaise, mais je me suis assis, et j'ai continué à esquiver les questions, à esquiver les regards, parce que je savais que entre lui et moi, ce n'était pas une relation comme celle avec ma femme, où il fallait que je parle, où il fallait que j'échange, où il fallait que je sois présent tous les soirs. Je pouvais partir la journée et travailler pour mon travail de journaliste. Je pouvais écrire un article et revenir tard le soir. Damien le comprenait. Ma femme le comprenait un peu moins. Enfin, elle comprenait que c'était mon travail, mais elle voulait que je sois présent pour les enfants, ce que je comprenais tout à fait. Et alors, lui, il le comprenait, car nous n'avions pas d'enfants, juste une relation à deux, une relation silencieuse, qui souvent, qui souvent se partageait entre des regards, entre des silences et entre des non-dits. Pas grand-chose à dire, juste quelques mots: bonjour, bonsoir, comment tu vas, est-ce que tu veux un verre? Mais rien de plus. C'était ce qu'il se passait entre Damien et moi. Mais tout de même, ça restait une relation. Et ce soir-là, j'ai pu esquiver autant de regards que je voulais, esquiver autant de questions. Il avait compris que quelque chose n'allait pas. Et moi, je devais trouver un moyen de ne pas lui raconter. Ou alors de ne pas tout lui raconter et d'édulcorer la vérité. Le soir, je me suis couché près de lui et j'ai pris mon PC que j'ai débranché au pied du lit. Je l'ai pris et j'ai commencé à écrire un article. Alors que j'étais en train d'écrire mon article concentré. J'étais en train d'écrire mon article concentré, les jambes redressées pour pouvoir avoir mon PC juste devant moi à la hauteur de mon visage. J'écrivais et j'écrivais et certainement qu'à l'intérieur de la salle de bain, toi tu devais entendre derrière la porte le clapotis de tu devais certainement entendre derrière la porte le clapotis de mon PC. Mes mains qui mes mains qui frappèrent et qui appuyèrent sur les touches, tu devais certainement les entendre. Tu es venu te mettre à côté de moi. Pendant un instant, tu n'as rien pris. Ni livre, ni PC, ni GSM. Juste, tu t'es mis à côté de moi et tu as regardé ce que j'écrivais.
Tu m'as demandé ce que je faisais, ce que j'écrivais comme article, et je me suis retourné vers toi. J'ai dit rien de bien intéressant, avec un sourire. Ensuite, tu t'es posé un peu plus près de moi. Tu t'es posé un peu plus près de moi en laissant un écart de quelques centimètres. Et tu as pris ton PC et tu l'as ouvert. Comme moi, tu étais en train de faire quelque chose dessus, mais ce que tu faisais, ce n'était pas écrire comme moi, tu regardais des photos. Des photos de toi et moi, des photos de nous deux, que tu faisais défiler. Tu étais à côté de moi et tu me disais, tu te souviens de cette photo? Tu te souviens de ce jour-là? Et je te répondais sans vraiment grand intérêt. Alors que tu étais en train de regarder les photos pour essayer de nouer un lien entre toi et moi j'étais en train d'écrire mon article et le lien n'était pas vraiment noué, car j'étais plus concentré sur ce que je faisais que sur ce que tu essayais de me montrer. Mais ce soir-là, il y avait quand même quelque chose qui se passait entre nous deux. Tu étais là, près de moi, le lien était bien là, mais il était encore voilé. Tu me montrais les photos et tu me demandais si je me souvenais. Mais je te répondais de manière très aléatoire et de manière très floue. Ce soir-là, tu as essayé de prendre, que ce soir-là, tu as essayé de prendre quelque chose en moi, comme par exemple un petit peu d'amour, ou un petit peu d'amour ou un petit peu de reconnaissance. J'en avais pour toi évidemment de l'amour et de la reconnaissance. Mais ce soir-là, je crois que tu as essayé de forer Tu as essayé de forer la serrure de la porte que je fermais entre toi et moi, pour pouvoir l'ouvrir et atteindre pour pouvoir l'ouvrir et atteindre ce que je pensais à l'intérieur de moi. Mais tu n'as pas vraiment réussi, car je voilais tout ce que je faisais, mes réponses, mes regards, tout, je voilais tout. Et toi, pourtant, tu essayais, et tu me montrais les photos. Tu te disais qu'en faisant peut-être la même chose que moi, à peu près la même chose, tu allais peut-être trouver une entrée pour pouvoir atteindre ne serait-ce qu'un peu de reconnaissance ou d'amour. Évidemment, j'en avais, mais j'esquivais les regards. J'esquivais les regards, j'esquivais les questions, et je répondais de manière très aléatoire. Ça me dérangeait autant que moi, figure-toi, mais je ne te le montrais pas. Ce matin, je me suis réveillé, la lumière du soleil dans les yeux. Je regardais ton corps qui était allongé sur le lit, toujours en train de dormir avec la couverture rabattue sur toi. J'ai pris mes clés sur le... J'ai pris mes clés sur la table. À l'in- à l'intérieur de la salle de bain, j'ai pris mes clés sur la table juste à côté de mes vêtements pliés. J'ai vite pris une douche sans même trop me savonner. Je me suis lavé les cheveux vite fait, mouillé le visage, et ensuite je suis sorti. Je me suis essuyé, regardé dans le miroir un instant. Passant mon t-shirt, ensuite un jeans, je suis sorti et j'ai mis mes baskets. Assis sur le sol, tu ne t'es pas réveillé, tu étais en train de dormir. Par contre, j'ai vu ton corps allongé dans le lit, bouger. Je suis descendu, je ne t'ai pas réveillé. J'ai juste posé ma main sur ton épaule, un peu pour te dire au revoir. J'ai pris la voiture avec les clés, j'ai mis le contact et je suis allé dans un cybercafé. Je ne t'avais pas donné rendez-vous, je savais que tu trouvais que cet endroit c'était pour les intellos. Comme tu trouvais que cet endroit c'était pour les intellos ou les personnes qui voulaient passer du temps ici sans même avoir un, je savais que tu trouvais que cet endroit, c'était pour les personnes qui passaient du temps mais qui n'avaient pas réellement de but. Si, ils avaient un but, écrire. Alors, je suis parti, j'ai pris la voiture et j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. J'ai simplement repensé à ce que tu m'avais dit, que les cybercafés, c'était pour les intellos ou alors les personnes qui n'avaient pas de but et qui voulaient simplement prendre leur PC pour écrire ailleurs que dans leur chambre. J'ai regardé la, j'ai regardé la fenêtre de notre appartement et je suis parti. Je me suis installé et une serveuse, avec un sourire agréable à regarder, est venue à ma table. Elle m'a dit alors, qu'est-ce que je vous sers? Avec son petit carnet et son stylo. Je l'ai regardé, un regard humble, des yeux pétillants, des cheveux bruns et châtains. Des cheveux bruns et châtains, elle m'a regardé, avec quelques mèches présentes à la pointe de ses cheveux. Je lui ai dit un café latte et ça ira. Elle est partie avec le même sourire et le regard humble, et ensuite, moi, j'ai commencé à écrire. J'ai allumé mon PC et j'ai commencé à écrire mon article, ce sur quoi j'écrivais. Il y avait certaines personnes qui regardaient un peu mon écran, comme si elles étaient intéressées. Et moi-même, j'avoue que j'avais envie de regarder leur écran, même si ça ne me concernait guère.
Un moment, tu es arrivé. Tu as poussé la porte et j'ai entendu le carillon sonner. Je me suis retourné et je t'ai vu arriver. Même si tu pensais que cet endroit c'était pour les personnes qui voulaient perdre du temps et qui n'avaient rien d'autre à faire qu'à écrire ailleurs que dans leur chambre ou que dans leur bureau, tu es venu quand même. Je suis resté jusqu'à la fermeture. La barmaid me regardait presque intéressée. J'ai fermé mon PC et j'ai rangé ça dans ma trousse et j'ai pris un dernier verre. La barmaid m'a demandé ce que j'écrivais et je lui ai dit: «Oh, un article, rien d'intéressant.» Ça sentait encore l'odeur des personnes qui étaient venues prendre un bar. Ça sentait encore l'odeur des personnes qui étaient venues prendre un verre. Les alcooliques ou alors les femmes qui buvaient beaucoup et qui pouvaient descendre une bouteille ensemble, en rigolant de tout et n'importe quoi, en parlant de sujets et d'autres, en parlant de personnes et d'autres. Ça sentait encore cette odeur de présence Ça sentait encore cette odeur de présence et cette présence qu'il y avait toujours partout, qu'il y avait partout dans les bars. Cette impression que le bar n'était jamais abandonné par ses clients et que même quand les clients n'étaient pas là, il continuait de tourner, il continuait de distribuer de l'alcool, il continuait de distribuer des verres, il continuait de vider des bouteilles. Cette présence-là, cette impression, restèrent encore. Alors que je rangeais mon PC, elle est venue près de moi, elle est sortie du bar, a lavé le dernier verre qu'elle avait en main, a mis l'essuie sur son épaule, et elle m'a demandé: «Vous écrivez quoi?» Je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler Randy. Elle m'a regardé, elle m'a dit: «Moi, c'est Sarah.» Elle avait posé le verre qu'elle avait nettoyé, et elle est revenue près de moi. Et elle m'a dit quel genre d'article. Je lui ai répondu que c'était un article un peu sur l'environnement. Un article sur l'environnement, sur la ville, sur ses constructions et ses destructions, les immeubles qui disparaissent et qui apparaissent. Elle m'a regardé et elle m'a dit: «Ah, les logements sociaux.» Je l'ai regardé avec un sourire pas tout à fait satisfait, et je lui ai dit: «Mouais, c'est presque ça.» Et j'ai tourné finalement mon PC vers elle. Et je lui ai dit: si vous pouvez lire et me donner votre avis, ce serait sympa.» Elle m'a regardé et elle m'a dit: «Avec plaisir.» Et déposant l'essuie qu'elle avait sur son épaule, elle a lu mon article et elle a dit: c'est bien.» Lisant texte après texte, lisant passage après passage, elle m'a donné son avis et on en a parlé. On n'en a pas parlé jusqu'au bout de la nuit, simplement jusqu'au bout de la soirée. Et à un moment, je lui ai dit: «Il faut que je rentre. J'ai mon homme qui m'attend à la maison.» Elle m'a dit bien sûr et s'est remise derrière le bar. Elle a fait la fermeture derrière moi et j'ai vu la porte se refermer. Ce n'était pas pour me retenir, mais dehors, Sarah a accouru. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit: «Hé, attends!» Je l'ai regardée et j'ai dit: «Quoi?» J'avais déjà la main sur la portière. J'avais la clé en main, la clé de voiture en main, et elle m'a dit: «Hé, attends!» Elle a posé sa main sur mon épaule et elle est venue, elle s'est approchée. Et elle m'a dit: «Tu veux pas monter 2 minutes?» Je lui ai demandé comment ça monter. J'ai levé les yeux et je pensais voir un luminaire avec le nom du bar. Mais non, en fin de compte, il y avait un grand appartement et une grande baie vitrée. Il y avait une grande baie vitrée et elle m'a regardé et elle m'a dit: «C'est mon appartement au-dessus. Tu veux pas monter un instant, qu'on boive un verre, qu'on fasse quelque chose?» Je lui ai dit: «Sarah, j'ai bu un verre toute la soirée. Je peux pas monter, je peux pas me permettre de monter chez toi comme ça maintenant.» Et elle m'a dit: «Allez, juste un verre.» Et finalement, je suis monté. Un peu curieux de, un peu curieux de son appartement au-dessus du bar. Un peu curieux de son appartement au-dessus du bar, je suis monté. Il y avait un escalier en colimaçon. Et je suis monté et elle m'a dit: «Tu verras, c'est génial.» Tout le long de l'appartement, tout le long de son, a- tout le long de l'appartement, qui avait un escalier au colimaçon, il y avait des photos en noir et blanc, surtout des portraits. Alors je suis monté. Curieux, je regardais ces portraits. Et je suis monté. Elle m'a ouvert la porte, elle m'a ouvert la porte dans un petit sas. Et là, je me suis arrêté. Je me suis posé juste Je me suis posé à une table, je me suis assis, et mon PC était sur le côté. J'avais envie de le reprendre et de commencer, de continuer ce que j'étais en train de faire. Elle s'est assise en face de moi, m'a donné un verre. Il y avait de l'eau à l'intérieur, ça n'était pas de l'alcool, juste de l'eau. J'ai pris le verre, je l'ai mené à mon J'ai pris le verre, je l'ai mené à mon nez et j'ai senti. Elle m'a dit: «C'est de l'eau, t'inquiète.» Alors on a bu un verre ensemble, mais boire un verre ne voulait pas nécessairement dire boire de l'alcool. Pour elle, c'était simplement passer un moment à deux, boire quelque chose et discuter.
Alors on a bu un verre d'eau, rien, rien qui ne suggérait boire de l'alcool. Et on est resté là un instant, on a discuté. On a discuté surtout de mon article et de son travail de serveuse, de comment elle parlait aux gens, quand est-ce qu'elle parlait aux gens, quand est-ce qu'elle avait sa pause, bref, un petit peu de son travail et de mon travail. Et on a discuté de ça pendant une demi-heure, ou alors peut-être une heure. Je n'ai pas vu le temps passer. J'étais sur mon PC et je répondais à ses questions. Elle était à côté de moi. Ça n'avait pas l'air de la déranger. Je continuais à travailler et je terminais ce que j'avais à terminer, en haut, dans son appartement. Au moment où finalement j'avais envie de partir, elle m'a proposé et m'a accueilli chaleureusement à venir manger ce soir, à rester manger. Alors j'ai pensé à Damien et je lui ai dit 2 minutes, est-ce que je peux appeler quelqu'un? Elle m'a dit oui, bien sûr, et m'a ouvert le châssis, donnant sur une terrasse. Sur la terrasse, j'ai appelé Damien et je lui ai dit passe un peu au bar, et je lui ai donné le nom du bar. Je lui ai dit monte sur le côté par les escaliers. Tu verras, il y a une femme qui va t'ouvrir, c'est la serveuse. Si tu veux, t'es invité comme moi à venir manger ce soir. Et c'est tout ce que je lui ai dit. Après, j'ai attendu avec Sarah, dans son appartement, que Damien daigne venir. À la fenêtre, j'ai vu sa voiture se garer et je me suis retourné en disant à Sarah, c'est bon, il est là. Je crois qu'il va monter, tu peux te préparer à ouvrir la porte. Le lendemain, on est rentré, tu étais bien silencieux. Quand on est rentré, tu étais bien silencieux, dis donc. Je t'ai regardé et tu étais en train de ranger les plats que tu avais préparés. Plats que tu avais préparés juste quand je t'avais invité à venir chez Sarah. Tu étais en train de les, tu étais en train de les rentrer dans le frigo. À l'intérieur de bacs, à l'intérieur de bacs réfrigérés, tu étais en train de les rentrer à l'intérieur, de les ranger l'un au-dessus de l'autre. Mais tu ne me parlais pas, tu ne me regardais pas, ou alors avec un regard très furtif, avec un regard presque lassé de ma présence. Mais je savais que cette lassitude n'allait pas durer. Alors je me suis mis à côté de toi. D'abord, je me suis mis à proximité, au bar, et j'ai pris mon PC. J'ai dit, je suis désolé, écoute, ok, elle m'a invité. Je pouvais pas dire non, j'ai passé toute la soirée avec elle. Tu m'as regardé et tu m'as dit, tu la connais à peine. Et tu as pris un autre des plats que tu étais en train de préparer. Avec lassitude, tu l'as rangé dans le frigo, et tu m'as dit, tu la connais à peine. Comment t'as pu monter dans son appartement? Je t'ai regardé et j'ai dit, je t'ai invité. Ensuite, je suis venu près de toi et je t'ai aidé. Et j'ai dit, je sais que tu es lassé, je sais que tu es énervé, mais est-ce que tu peux changer de visage, s'il te plaît, une seule fois, pour ce soir? Je me suis rapproché et je t'ai embrassé, ma main sur ta joue. Je- Ma main sur ta joue, j'ai essayé de te faire une caresse et j'ai dit, est-ce que tu peux changer de visage, juste pour ce soir? Je n'aime pas voir ce visage de lassitude. Je n'aime pas voir ce visage de quelqu'un qui a eu mal. À ce moment-là, tu m'as regardé et tu as dit oui, mais c'est comme ça. Tu as pris le second plat et tu l'as rangé dans le frigo. Tu as pris le second plat, tu l'as rangé dans le frigo, et au moment de prendre les plats que Sarah nous avait soigneusement emballés et nous avait soigneusement offerts, tu étais là comme si tu ne voulais pas les prendre, et c'est moi qui les ai rangés. Ce soir-là, j'ai senti qu'il y avait une tension entre nous deux. Mais une tension légère, pas une tension de couple qui se dispute vraiment au point d'en lancer les assiettes sur le mur. Alors je t'ai regardé, je t'ai regardé et je t'ai invité à venir près de moi sur le fauteuil. J'ai dit que j'étais désolé d'être monté dans l'appartement d'une inconnue, mais elle m'avait accueilli si gentiment, si chaleureusement, et elle avait été si humble pendant toute la soirée que j'avais passé avec elle à boire un verre, que je me suis dit que je pouvais monter. Alors en m'expliquant, finalement, tout a fini par se diluer, tout a fini par disparaître, par s'atténuer. C'est redevenu comme avant, mais ça a mis du temps, au moins une bonne heure. Ce soir-là, je suis revenu avec ma vie, avec ma femme. Je suis revenu à la vie avec ma femme. Ce soir-là, j'avais garé la voiture et ma femme a regardé les enfants, les deux filles dans le salon, et a dit «Papa est là!» Et à ce moment-là, les deux filles ont tout de suite accouru à la porte. Quand ma, mè- quand ma mère a ouvert la porte, je lui ai dit «Ah, maman!» et je l'ai pris dans mes bras. À côté, il y avait ma femme qui était contre le mur et qui me regardait, comme si j'étais parti pendant des jours et qu'il fallait que je rentre plus tôt. Mais je lui ai demandé, quoi, qu'est-ce qu'il y a?
en lui murmurant ça à l'oreille. Et elle m'a dit: non, non, rien, va voir tes filles, elles t'attendent. Elles t'attendent sur le bord de l'escalier en haut. Alors je suis monté et j'ai été voir les filles. Elles étaient dans leur chambre et elles jouaient au sol. Au pied de leur lit, elles étaient en train de jouer. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé comment est-ce qu'elles allaient. Tout de suite, l'une d'entre elles, puis les deux, se sont mis dans mes bras et ont dit elles m'ont dit qu'elles m'avaient manqué. Je leur ai dit qu'elles m'avaient manqué et elles m'ont dit que moi je les avais manquées. À ce moment-là, j'ai su que mes filles ne se doutaient de rien, mais c'était certainement la pire des tortures pour moi. Quand mes filles m'ont dit tu nous as manqué et quand je leur ai dit vous m'avez manqué, j'ai su que c'était la pire des tortures, parce que aucune d'elles ne se doutait de ce que je faisais vraiment et de où est-ce que j'étais parti. À cet instant-là, les invités étaient arrivés. Les invités étaient arrivés et je suis redescendu. Je suis redescendu et là, j'ai vu une femme, un homme. Un homme que je connaissais très bien, un psychologue. Une femme que je connaissais très bien. Une femme qui savait s'y prendre au niveau des sentiments. Aussi psychologue, un prof et beaucoup d'autres personnes que nous connaissions, avec des professions bien particulières. Ils étaient tous autour de la table, buvaient un verre de bourbon que ma femme leur avait servi, et l'ambiance commençait à se faire beaucoup plus éthérée. Petit à petit, les lampes et les lumières autour se faisaient éthérées, anciennes, et il y avait une ambiance très palpable, dense, et des conversations qui duraient sur la longueur. Et moi, j'essayais de me faire une place au milieu de tout ça. Ma femme ne se remarquait de rien, mais à un moment, la jeune psychologue m'a prise à part et m'a dit: qu'est-ce qui se passe? T'as l'air différent que d'habitude. J'ai essayé de nier l'évidence, de nier le fait que je ne pouvais pas cacher mon jeu, mais elle m'a prise à part et m'a dit: il se passe quelque chose, allez, raconte-moi. Elle a pris son verre sur le côté, moi j'ai été chercher le mien à la cuisine et je suis revenu. Au moment où je l'ai coupé pour lui dire: je vais chercher mon verre, je reviens. Je pense qu'elle s'était doutée de tout. Alors en revenant, je savais que j'avais signé mon arrêt de mort. Quelque part, métaphoriquement, je savais qu'en revenant, j'avais signé mon arrêt de mort. Parce que dire je vais chercher mon verre, je reviens, c'est un peu comme avouer un secret. Alors, elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Et à ce moment-là, j'ai dû trouver des arguments, trouver des, trouver des manières d'esquiver tout ce qu'elle allait me dire, trouver des manières d'esquiver ses regards, et d'esquiver ses, trouver des manières d'esquiver aussi ces questions de psychologue qui pourraient peut-être fissurer ou faire une faille pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce que moi je ressentais vraiment et découvrir pourquoi est-ce que j'étais différent. Mais je ne me sentais pas si différent que ça. La soirée a continué et j'ai vu qu'il y avait seulement elle, juste elle, qui se doutait très bien qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez moi, quelque chose qui était différent. Mais les autres, eux, ils étaient comme toujours les mêmes. Je n'allais pas dire aveuglés, car ce mot est trop grand, mais ils étaient comme toujours les mêmes. Cette soirée, pour moi, m'a paru tellement longue qu'à un moment, j'ai hésité à sortir et appeler Damien, juste pour entendre sa voix et lui parler. Je me suis posé à la porte et je regardais les dernières voitures partir. À cet instant-là, je me suis retourné et ma femme, en vêtements blancs, la robe qu'elle avait portée pour la soirée, avec son verre à la main, m'a regardé un instant avant de partir et de se mettre dans la cuisine, assise à une chaise. Je suis arrivé dans la cuisine et je lui ai dit: quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'air un peu incertain. Appuyée contre le mur, elle m'a regardé. Appuyée contre le chambranle, elle est passée à côté de moi et elle m'a dit: tu ne te doutes de rien? Me donnant son verre que j'avais en main. J'ai regardé son verre et le peu qu'elle avait bu et je me suis retourné vers elle. Quoi? Me douter de quoi? Je lui ai demandé. Elle m'a dit: je sais pas, ton comportement de ce soir peut-être. Assise juste au bord de l'escalier. J'ai dit: quel comportement? Elle m'a regardé et a dit: oh ça va, arrête de faire le con. J'ai levé les yeux vers l'escalier et j'ai tout de suite voulu aller voir mes filles. Elle m'a regardé et elle m'a dit: oui c'est ça, va voir tes filles. Elle avait regardé mon regard qui s'était levé, ne la regardant plus, mais regardant en haut. Elle m'a dit: oui c'est ça, va voir tes filles. Comme si je niais l'évidence, une évidence que je ne pouvais pas nier. Comme si j'essayais de la nier, elle m'a dit: va voir tes filles. Et je suis monté. J'ai été les voir et je me suis mis contre le chambranle de la porte.
J'ai ouvert la porte légèrement afin de ne pas faire de bruit. Afin de ne pas faire de bruit, j'ai ouvert la porte légèrement et adossé contre le chambranle, j'ai regardé mes filles. Avec la couverture rabattue sur leurs épaules, elles dormaient, leurs cheveux étendus sur leurs coussins. Je suis venu près d'elles, près de l'une d'elles, et je leur ai fait un baiser sur la joue. Et puis sur l'une d'elles, sur l'autre, sur la plus petite, je lui ai fait un baiser sur la joue. Je les ai regardées toutes les deux. C'étaient des petits anges quand elles dormaient. Et ensuite, je suis parti. La lumière éteinte, les chambres, la chambre plongée dans le noir, et puis notre chambre à tous les deux, plongée dans le noir. Mais nous étions encore assis dans le salon. Je sentais que quand j'allais redescendre la dernière marche, poser le pied au sol au rez-de-chaussée, on allait avoir des comptes à régler, ma femme et moi. Mais j'étais allé voir mes filles, c'était le principal. Je me suis assis sur le fauteuil et ma femme est arrivée devant moi. Elle a retiré cette robe, a mis un t-shirt. Elle a retiré cette robe, a mis un t-shirt et un training, quelque chose de plus léger. Elle s'est assise devant moi et a dit: Bon, on a des choses à régler, toi et moi. Avec son training, qu'elle a ensuite retiré pour pouvoir mettre un jeans un peu plus décontracté, elle m'a dit: Bon, on a des choses à régler. 2 verres d'eau se présentèrent sur la table, comme pour pouvoir alléger la situation. Mais il n'y avait rien à alléger, juste des choses à dire. J'étais dans ma voiture et je regardais le volant. Je n'étais pas triste, désemparé, ou je n'étais pas perdu. Juste dans ma voiture, assis du côté conducteur, et je regardais le volant. Il y avait la maison devant moi et ma femme qui était occupée à faire la vaisselle. Je voyais qu'elle était énervée. Je voyais qu'elle était occupée à faire la vaisselle comme si elle trempait les assiettes et que ça la relaxait. Comme si elle cherchait une forme de relaxation à travers une occupation, une tâche ménagère. Sortir la vaisselle, faire les poubelles, ou alors encore installer, installer la table telle qu'elle devait être installée. Mettre de l'encens un peu partout dans la maison. Je voyais elle cherchait à trouver un certain repos à travers les tâches ménagères. Mais non, mais moi, tout ce que je voyais, c'était une femme brisée par quelque chose qu'elle avait vécu. J'ai voulu rentrer, j'ai voulu m'expliquer, dire les choses telles qu'il fallait que je les dise, dire ce qu'elle voulait entendre. Mais je me suis dit que dire ce qu'elle voulait entendre alors que je n'en pensais même pas une seule seconde, les choses, allait empirer la situation. Pourquoi est-ce que je devrais mentir ou dire ce que ma femme voudrait entendre, alors que la vérité était la vérité qui blesse? Je l'ai regardé et puis j'ai fait un, les mains sur le volant, j'ai fait un détour avec ma voiture et je suis parti. Sur la route, je me suis dit que j'allais rejoindre Damien. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit: Est-ce que tu peux me rejoindre sous ce pont, sous le grand pont obscur plongé dans l'obscurité, dans lequel juste au-dessus on voyait la lumière des voitures qui passaient. On voyait la lumière des voitures qui passaient, on en sentait les vibrations quand on était debout sur le sol, que l'on marchait vers le drive-diner. On arrivait à en sentir les vibrations des camions et des voitures, de la circulation au-dessus, qui passait tellement vite. Si je levais les yeux, il y avait cette infime lumière blanche et plate qui passait un petit peu comme un rayon de soleil qui recouvrait l'obscurité. Mais bien sûr, ce n'était que les phares des voitures qui passaient à une vitesse incroyable. Alors, il m'a rejoint. Il m'a rejoint et une voiture s'est arrêtée. Il est rentré et il s'est assis à côté de moi. J'avais mon PC et je lui ai dit: Est-ce que tu peux lire mon article, s'il te plaît? J'ai besoin d'une validation extérieure. Il s'est posé à côté de moi, incertain, pas sûr de ce que j'étais en train de lui demander, comme si c'était pour esquiver une discussion. Il m'a dit: Est-ce que tu es sûr que c'est la seule chose que tu cherches, une validation extérieure sur ton article? Je lui ai dit: Ouais, oui, c'est la seule chose que je cherche. Et il m'a regardé, il m'a demandé: Tu es sûr? Tu es sûr? Parce que ton regard ne dit pas la même chose. Ta manière de parler ne dit pas la même chose non plus. Ta présence ici a l'air de vouloir dire totalement l'inverse. Je lui ai dit que c'était exactement ce que je cherchais, la validation extérieure de quelqu'un sur mon article. Et là, il m'a demandé: Tu es vraiment sûr de ça? Et je lui ai demandé d'arrêter de me dire: Est-ce que tu es sûr? Parce que je savais de quoi j'étais sûr. La validation de quelqu'un qui pouvait me dire si mon article devait être changé, si je devais changer des lignes, si je devais changer la manière d'avoir formulé les textes, ou si je devais mettre plus de points,
si je devais mettre moins de virgule ou mettre un peu plus d'affirmation dans mes textes. C'était juste ça que je cherchais, mais en fin de compte, il a réussi à me percer à jour. Ce que je cherchais, c'était surtout un compagnon un compagnon à qui parler de ce qui s'est passé entre ma femme et moi. Mais comment est-ce que j'allais pouvoir parler de ce qui s'est passé entre ma femme et moi à Damien sans même lui briser le cœur, ou sans même lui dévoiler l'existence de ma deuxième vie? Je ne pouvais pas dire alors j'ai parlé à ma femme comme ça hier soir et ça s'est mal passé. Non, parce que je dévoilais ma deuxième vie, je dévoilais ma carte, la carte qu'il ne pouvait pas voir, celle qu'il ne pouvait justement pas voir de mon jeu. Et mon jeu, c'était de jongler entre deux vies. Alors il fallait que je trouve et que je cherche le texte dans ma tête, mais cela créait un énorme malaise et quelque chose de reconnaissable pour lui, que je n'étais pas là pour rien, juste pour mon texte. Parce que ce silence disait je suis là pour autre chose. Ce silence ne disait pas je réfléchis et je veux juste ton avis. Il disait je suis là simplement pour te parler et aussi pour autre chose. Et ce silence a duré plus longtemps que je ne l'imaginais. Dans ma tête, je cherchais comment formuler mes phrases, formuler mes mots et comment lui dire les choses sans évoquer ma femme, sans évoquer mes enfants et sans évoquer ma deuxième vie. Je cherchais des métaphores ou je cherchais à passer au travers les filets. Mais je n'ai jamais vraiment trouvé comment lui dire. Alors j'ai essayé de lui parler sous forme de métaphores ou en parlant à travers des histoires que je pouvais inventer, comme par exemple inventer l'histoire d'un homme qui avait une liaison avec une femme, et de lui dire si jamais dans ce contexte-là, tu serais la personne extérieure, comment tu réagirais. C'est comme ça que je lui ai présenté les choses, mais je savais que c'était même déjà cramé d'avance. Alors j'ai cherché plusieurs moyens. Dans ma tête, je me répétais, il faut que tu dises ça de cette manière-là. Mais jamais je pense que je n'ai pu trouver la bonne approche. Mais je me suis quand même exprimé tel que je le pensais. Et si j'avais fait une faute, bah tant pis. Ce serait ainsi. Si j'avais fait une faute, j'avais toujours l'opportunité de plus tard la réparer et lui expliquer les choses. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, ma femme est... Je me disais, puis qui sait, si je fais une faute, peut-être que je pouvais m'expliquer, que j'avais la chance de m'expliquer par rapport à ce que j'avais dit, et peut-être qu'un jour, ma femme et Damien se connaîtront. Ils se connaîtront et valideront ces deux vies entre lesquelles je jongle. Alors je me suis dit si un jour j'ai l'opportunité de les faire se rencontrer et de voir s'ils valident ou non mon, s'ils valident ou non mon jonglage entre ces deux vies et qu'ils s'entendent à merveille, peut-être que se tromper n'est pas si terrible que ça. Alors je me suis exprimé comme je le pensais. J'ai été direct, franc, honnête. La voiture sous la pluie. Le regard qui regardait la fenêtre. Je venais d'arriver, mes chaussures sur le bas-côté. J'ai poussé la porte et je suis rentré. Un frisson parcourut mon dos et je me suis retourné, voyant une femme et un homme sur le bord du trottoir, refermant la porte derrière moi comme si quelqu'un me suivait. Je suis arrivé. Tu t'es mis près de moi et tu m'as regardé dans les yeux, rapprochant ton visage près du mien. J'ai pensé à ma femme et j'ai dit non, on ne devrait pas faire ça. Je me suis levé et j'ai été à la fenêtre, croisant mes bras et me tenant les épaules. Tu m'as demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai regardé par la fenêtre sans rien dire. Et tu t'es mis près de moi. Tu m'as dit, vas-y, parle. Et je fixais ma voiture sous la pluie, l'eau qui tombe sur le noir, sur la tôle. L'eau qui tombe sur ce noir fantôme, ce noir intense. Ma voiture qui disparaissait presque, à force des ombres autour d'elle.
à force de présence d'ombre autour d'elle, elle disparaîtrait, elle disparaîtrait presque. Je me suis retourné, tu m'as pris par les côtes, je me suis tenu contre la fenêtre. J'ai dit, on ne devrait pas faire ça. Encore une fois. Et j'ai été m'asseoir. Tu voyais que j'étais pas tranquille. Les mains sur le fauteuil, j'en sentais gratter, sous mes ongles, le tissu du fauteuil. Je regardais la lampe. J'avais les jambes assez relevées pour avoir les genoux au niveau du ventre. Et j'étais assez relevé pour pouvoir poser mes bras sur mes genoux et regarder devant moi. Je n'étais pas tranquille, mais la seule chose qui se passait, c'est que quand j'étais avec toi, j'avais l'impression d'oublier ma femme, d'oublier mes enfants. J'avais encore les douces odeurs de quand on rentre tard le soir, que j'ouvrais la porte. J'avais encore les douces odeurs de ma femme qui préparait à manger. J'entendais encore sa voix résonner et me dire « Tu mets la table ?» et moi déposer les assiettes sur la table. Le bois de la vieille table dans notre maison. Le bruit au-dessus des filles qui jouaient. L'escalier que je traversais pour aller chercher mes filles. Les 2 coups de poing légers que je faisais contre la porte. Et l'une des filles qui venait toujours m'ouvrir. Un genou à terre, je lui disais « Il faut descendre maintenant ». Je me souviens de son regard. Je me souviens à table des bruits, des partages, des discussions, du nombre de fois que ma femme s'est me demandé comment ça allait, comment ça allait aujourd'hui. Du nombre de fois que je devais séparer mes filles parce qu'elles n'arrêtaient pas de se chamailler, qu'elles n'arrêtaient pas de se lancer des piques, le nombre de fois que je devais les éloigner. J'étais près de toi et je repensais à tout ça. Je me disais, c'est injuste, c'est pas juste. Mais j'avoue que j'étais tellement amoureux de toi. J'étais tellement amoureux de toi. Tellement que j'avais envie de faire ça sans pouvoir penser à ma femme et à mes filles. Mais c'était plus fort que moi. Mes filles venaient de ma femme et elles venaient de moi. C'est comme si le lendemain, je rentrais chez ma femme et que la première chose qu'on me demande, c'était de t'oublier toi, de faire comme si tu n'avais jamais existé. J'ai pensé et je t'ai expliqué. Je t'ai regardé, la tête inclinée, et j'ai dit, voilà, tu sais tout maintenant. Tu dois certainement me prendre pour un abruti. Tu t'es avancé et tu as dit, non, jamais, en déposant ta main sur la mienne. Avec toi, les discours n'étaient jamais longs, grands. Il n'y avait jamais d'explication qui durait des kilomètres et des kilomètres. Juste un non pouvait suffire. Ou juste un je te comprends. Ou un regard dans les yeux.
Parfois je rigolais et je te taquinais. Parfois je rigolais et je te taquinais en disant que c'était à cause de tes cours de psychologie et à cause de tes cours de... Je disais que c'était à cause de tes cours de psychologie et de sociologie et de philosophie. Je te taquinais et je disais, je pense qu'on pourrait avoir plus de... Je pense qu'on pourrait avoir une dispute même un jour. Qu'on pourrait même avoir plus à se dire si t'avais pas fait ces foutus cours de psychologie, de sociologie. Je te taquinais en disant ça. Et évidemment, la seule chose que tu faisais comme réaction, c'était tourner la tête, un petit sourire incliné, et tu me regardais, toujours de derrière un meuble. Mais je sais pas, c'était pas juste de faire ça à ma femme. Mais je réussissais parfaitement bien à jongler entre ces deux vies. Mais ce dilemme restèrent comme une hantise. Ils restèrent comme une hantise, quelque chose qui me hantait, qui me prenait aux tripes, qui restèrent entre ma gorge et entre ma gorge et entre mes épaules. Quelque chose qui me restait parfois dans la gorge ou dans le bas du ventre. Cette chose restait là. Et le soir, tu te blottissais contre moi, mais ça ne servait à rien. Plus tu allais venir près de moi, plus j'allais me dire, c'est pas juste, c'est pas juste. Alors je faisais autre chose pour passer le temps. J'écrivais un article, j'en commençais un autre. Je contactais ma boss et je parlais dans le salon. Je me disais que ça allait me faire tout oublier. Mais parler à quelqu'un qui n'était pas toi, ou parler à quelqu'un qui était extérieur, quelqu'un qui était ferme, qui savait me donner des ordres, quelqu'un qui savait me dire, il faut que tu ailles dans cette direction. En fait, c'était ça peut-être le problème. J'avais besoin de quelqu'un pour me guider. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aiguiller. J'avais besoin d'une personne qui puisse me dire, il faut que tu fasses les choses comme ça. Je pensais que c'était toi, mais c'était pas toi. Parce que une fois chez ma femme, les bonnes odeurs, mettre la table, bercer mes jeunes filles, les border dans leur lit, tout ça me ramenait à me dire que ce que je faisais pour toi. Vivre de vie, venir te voir parfois n'était pas bien. Et de ton côté, tout ce que tu faisais pour moi. M'écouter, te mettre près de moi, attendre que j'ai fini de parler, de te raconter ce que je devais, de te raconter ce que j'avais à dire. De ton côté, je me disais que ça c'était pas bien pour moi. Je me disais que ça c'était pas bien pour ma femme. Comme de l'autre, et vice-versa. Je pouvais me dire que ce que je faisais chez ma femme, ce n'était pas bien pour toi. Il fallait que je trouve un moyen d'esquiver le fait de mentionner ma femme à chaque conversation ou de mentionner mes filles. Tu me connaissais, mais tu ne me connaissais qu'en individu seul, un individu isolé, comme ma femme me connaissait, comme un homme éperdument amoureux, mais qui ne fréquente personne d'autre, si ce n'est que quelques collègues qui viennent parfois à la maison. Alors je me disais que c'était pas bien. Et cette ambiguïté d'impression que c'était bien, que je pouvais passer du bon temps, mais qu'en même temps je trahissais, me restèrent toujours en plein milieu du ventre, ou alors en plein milieu de la gorge. J'ai été me prendre une boisson
Et il y avait cette femme au bar, les cheveux pas rafraîchis, les yeux voilés bruns, devant un martini. Elle paraissait triste. Elle paraissait à l'extérieur de son corps, comme si elle était accompagnée de sa propre culpabilité. Je me suis dit que c'est comme ça que j'allais me sentir, une fois que je t'aurais avoué la vérité. J'ai été te chercher un truc à boire. Comme j'ai pris ma bouteille, je suis revenu vers toi, l'air un peu embêté, mon sac et ma valise en main. Je regardais les horaires des trains qui étaient censés arriver, les grincements des trains derrière moi, un peu plus loin, qui s'arrêtaient. J'ai regardé cette femme une dernière fois. Elle m'a jeté un regard, un signe de la main. Ça m'a fait mal au cœur. Je t'ai regardé une dernière fois. Et là, une petite voix dans ma tête a commencé à dire « Ne le dis pas. Ne lui dis pas. » Je regardais ton visage, mais plus cette voix me disait « Ne le dis pas », plus j'étais persuadé qu'il fallait que je le fasse. Je t'ai regardé, j'ai rangé les affaires sur le côté. Et là, je t'ai dit « Il y a quelque chose qu'il faut absolument que je te dise. » Tu m'as regardé, un ton de voix agréable à écouter, presque mélancolique, mélodramatique, qui désarmait tout de suite ce que j'allais dire. Tu es venu et tu m'as dit « Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Tu as déposé ta canette sur ton... Tu as déposé ta canette sur ta valise. Ton regard, observant mes yeux, ma manière de réagir, de regarder à gauche, à droite. Tu m'as dit, tu sais, tu peux tout me dire, tu sais. Une main que tu passais dans mes cheveux, et puis sur mon épaule. Ça m'a achevé. Je me suis dit que je terminerais comme cette femme, en train de boire, au bar. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai déposé les sacs, et j'ai dit, faut que je te dise quelque chose. Viens par ici. Je t'ai emmené entre deux sorties. Je t'ai emmené entre deux sorties, là où il y avait le cabinet de la maintenance. Une odeur de produits pour pouvoir nettoyer le sol. Une odeur de maintenance, de frais, d'humidité et de produits industriels. Un vieux balai posé sur le côté. Je t'ai dit, voilà, faut que je te dise un truc important. J'ai jamais réellement eu une vie juste avec toi. De l'autre côté du voile, j'ai aussi une vie avec ma femme. Tu m'as regardé, tu es resté silencieux. Dans ma tête, j'ai commencé à me dire, c'est bon, tu vas me lâcher la main et tu vas partir. Je m'attendais à me faire crier dessus, à me faire engueuler, à ce que tu partes, que tu sois nerveux ou que tu me repousses. Mais tu m'as dit une chose, une seule chose. Ton regard n'est pas resté plongé dans le vide, si ce n'est que pendant quelques petites minutes. Après, tu as levé les yeux, tu as fermé les yeux, comme si tu te concentrais, et tu m'as dit, c'est toi qui as décidé de faire ça.
Tu as une vie avec moi, et je l'accepte. Mais en aucun cas, je ne vais m'énerver pour ça. C'est toi qui t'es foutu, c'est toi qui t'es foutu dans cette merde. À toi de t'en sortir. Tu m'as dit ça si calmement que ça m'a presque achevé. C'était presque pire qu'une dispute. J'avais l'impression d'avoir perdu toute confiance en toi. Mais tu m'as dit, tu as une vie avec moi. Je l'aime, notre vie à deux. Mais c'est toi tout seul qui t'es mis dans cette merde. À toi de t'en sortir. Je ne vais pas participer à ce que tu as engendré. J'ai repris mon sac et pendant tout le voyage, je t'ai regardé, l'air incertain. Voilà ce qui se passait vraiment. J'avais honte de moi. On était allé à un restaurant. Je t'ai pris par la main et tu m'as regardé. Quand je t'ai pris par la main, je me sentais coupable. J'ai regardé les tables vides qu'il y avait dans le restaurant. Je me suis dirigé vers la première serveuse. Tu es resté avec les valises et les sacs. Vers la première serveuse, j'ai dit: est-ce qu'il vous reste une table de libre? Et elle m'a dit: oui, là-bas tout au fond. Je vous y emmène? Et j'ai dit: attendez une minute, mais prenez déjà mon argent. J'avais déjà payé une table, puis je t'ai pris par la main, tu as levé les yeux, et je t'ai regardé, et tu as dit: qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai dit: je sais que j'ai tout foiré, que j'ai tout merdé, mais laisse-moi quand même t'inviter à manger. Tu m'as pris la main, et tu t'es laissé faire. On a marché jusqu'à la table, je me suis assis comme si de rien n'était. J'ai regardé le décor, un décor en boisure, un décor marqué de flotte et marqué de petites fontaines, un aquarium avec des poissons blancs et transparents, des chaises en cuir, dures mais agréables, une ambiance reposante, paisible, le parfait moment pour me sentir mal, le parfait moment pour avoir l'impression d'être coupable, le parfait moment pour pouvoir tout expliquer, le parfait moment pour pouvoir prendre ta main dans la mienne et dire que je t'aime, même si je venais t'avouer quelque chose, même si je venais t'avouer que, en dehors de ces barrières, de notre vie à deux, je fréquentais, et j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais toi, impassible, peut-être pas sentimentalement parlant, mais au niveau de ce que j'avais fait, impassible, tu m'avais clairement fait comprendre. C'est ma faute. Tu n'as rien à voir là-dedans. Tu ne vas pas prendre parti. Tu vas simplement me dire: voilà, sors-toi de cette merde. C'est tout. Tu m'as dit que rien ne changera avec un bon repas, un bon dîner, une fois les assiettes devant nous. Je t'ai dit que je le savais, que je le comprenais. Encore une fois, j'ai essayé de saisir ta main. Tu n'as pas reculé ta main, j'ai pu la prendre, la tenir, et dire que je comprenais. Ensuite, j'ai saisi le verre. Et là, c'est toi que j'ai regardé dans les yeux. J'ai dit que j'étais désolé si je t'avais blessé. Tu réinsistais de nouveau sur ce fait, ce point très important pour toi. Tu n'avais pas été blessé. Tu n'avais pas été blessé. Loin de là même. Tu m'as regardé et tu as dit: je ne suis pas blessé. C'est toi. Toi. Je vois que t'es blessé. Ça se voit dans tes yeux. Je te connais. Je me sentais encore plus coupable et encore plus fautif. Parce qu'au plus profond de moi, après avoir avoué ça, je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, qu'on me hurle dessus, qu'on me repousse,
ou qu'on me dise qu'on ne veuille plus me voir. Mais une acceptance, comme ça, accepter les choses et dire il en est de ton ressort de te sortir de là. Ça me paraissait tellement si assentimental et en même temps si compréhensif que j'en étais perturbé. Je ne savais pas comment répondre, comment réagir, quoi faire pour alléger les choses. J'aurais su quoi faire pour alléger les choses si tu te serais jeté sur moi ou si tu m'avais repoussé et que tu serais parti. J'aurais su te rattraper, te prendre par le bras et dire attends 2 minutes, je vais tout expliquer. Il faut qu'on en parle. Tu peux pas nier l'évidence. Mais là, tu m'avais dit ok, et c'est tout. À partir de ok, le chemin s'arrêtait et je ne pouvais pas te prendre par le bras pour alléger les choses. Tout revenait vers moi, comme un mouvement de boomerang. Je me suis souvenu de cette soirée chez ma sœur. La bouteille de vin ouverte sur le côté. Elle qui me parlait et qui me disait quoi qu'il se passe, écoute-moi bien. Et je l'écoutais. J'étais assis au bar, les longues chaises noires. Un bar en marbre noir. Chez elle, des lumières tamisées. Des lumières, des cadres et des photos éthérées. Un intérieur brun et noir. Des couleurs qui donnaient l'impression d'être dans un vieux manoir. Mais un manoir urbain. Un manoir contemporain. Tout était rectangulaire. Tout était carré, pointu, anguleux. Elle m'a regardé et elle m'a dit quoi qu'il t'arrive un jour, quoi que tu fasses un jour, si tu merdes, sois toujours sincère. Elle me regardait avec son regard de braise, ses yeux avec son eyeliner, ses yeux recouverts d'un noir qui lui donnait l'air triste, ses cheveux courts et bruns, presque noirs. Elle me dit sois toujours sincère, la main dans son verre de vin, qu'elle tenait comme un verre, qu'elle tenait comme un verre d'alcool entre le majeur et l'index, avec le pied du verre entre le majeur et l'index, avec le pouce qui venait tenir le verre. Et elle me disait sois toujours sincère, appuyée sur le bar, avec son bras tendu. Et on parlait, un regard piégé dans l'autre, comme s'il y avait un lien qui nous unissait. Évidemment le lien de frère et sœur. J'étais anxieux, je regardais la bouteille de vin. Et elle m'a demandé tu veux que je te resserve? J'ai dit non, ça va aller. Regardant dehors. Elle m'a demandé t'as merdé? T'as fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Je te connais. Qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai dit rien, rien, ça va aller. Est-ce que je peux utiliser ta salle de bain en 2 minutes? Elle m'a dit oui, en haut, dernière porte. J'ai couru dans les escaliers vite fait, comme une crise d'angoisse. J'ai regardé le miroir. Avec ma main d'abord sèche, j'ai passé ma main juste dans mes cheveux. Et ensuite, j'ai mis de l'eau sur ma main. Là, je me suis recoiffé et je me suis regardé. Je pensais à ce que j'avais fait et je me disais, est-ce que c'est vraiment le moment de lui dire? Est-ce que c'est vraiment le bon moment ou pas? Ou faut-il que je réfléchisse encore un tout petit peu? Et mon reflet était comme une personne à qui je pouvais me confier, à qui je pouvais parler, qui allait me répondre.
Ne le dis pas tout de suite. Garde encore un peu de temps sur le côté. Exprime-toi plus tard. Alors, j'en ai pris bien conscience, et je suis redescendu. Elle m'a dit, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, non, rien, ça va. Les deux mains dans les cheveux. Et puis, dans le cou, dans la nuque. J'ai dit, tout va bien. Et anxieux, je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti. Tu me resserres? Et elle m'a resservi. Elle m'a dit que jamais je ne dirais ça comme ça, aussi rapidement, sans regarder le verre avant, juste en réfléchissant quelques secondes. Alors elle m'a dit, il y a quelque chose qui va pas. Raconte-moi. J'ai essayé de nier la vérité, en regardant les rideaux, en regardant par la fenêtre. Il faisait déjà nuit, et la lumière à l'intérieur me réconfortait. Et je me disais, bon, il va falloir que je lui dise à un moment ou à un autre. Alors, j'ai réfléchi, et je le lui ai dit, voilà, il s'est passé quelque chose. J'ai merdé. Je vois quelqu'un d'autre en dehors de ma femme, la vie que je mène avec mes filles. Elle m'a répondu que mes filles étaient adorables, que ma femme était une femme parfaite. Et elle m'a dit, c'est qui cette autre personne? Elle était un peu nerveuse, sur les nerfs. Je pouvais le comprendre. En fin de compte, c'est comme si je l'avais trahie elle aussi. Elle était ma sœur, mais elle faisait après tout partie de ma famille. Je savais que j'aurais dû retenir ça pour moi. Mais cette petite voix me disait, vas-y, c'est le moment, dis-le. Elle ne s'attendait certainement pas à quelque chose comme ça. Ma sœur m'a regardé, et quand je lui ai dit Damien, un homme que j'ai rencontré, que j'aime beaucoup, elle m'a dit, et qu'est-ce qu'il a de si important dans ta vie, tout ça? Qu'est-ce qu'il a de si important dans ta vie, lui? Pour pouvoir te priver de ta femme et tes deux filles. J'ai dit qu'il ne m'en privait pas, simplement que j'étais bien près de lui, autant que j'étais bien près de ma femme. Tu m'as regardé, et il y a eu ce long silence qui m'a donné l'impression que j'avais tout foiré. C'est ce soir-là que j'ai su que même dans les pires situations, il fallait être sincère. On est arrivé, et la maison surplombait le ciel. Appuyé contre la voiture, je ne pouvais pas bouger. Pas par peur, pas par culpabilité, mais je refusais d'entrer. Dans l'état dans lequel j'étais, je ne pouvais pas entrer. Je refusais. Je ne pouvais pas dire bonjour à ta mère. Je ne pouvais pas prendre la main de ton frère et lui serrer la main. Je ne pouvais pas prendre ta main devant tout le monde et dire, avec un sourire affiché, salut, comment ça va? Avec une voix à peu près normale. Je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Alors je regardais la maison, appuyé sur la calandre de la voiture. Tu es venu près de moi, tu as mis ta main dans mon épaule. Tu as mis ta main dans mon épaule, de l'autre côté. Et tu m'as dit, allez, viens. Tu m'as un petit peu poussé. Tu m'as un petit peu bousculé. Et tu m'as dit que tout se passera bien. Sous la lumière de la porte, sur le porche. La clé à l'intérieur de la porte. Le verrou que j'ai entendu se déverrouiller. J'avais peur. J'étais anxieux. J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait était écrit sur moi, comme le chapitre d'un livre. J'avais l'impression qu'on pouvait lire toutes mes fautes, inscrites à l'encre indélébile, sur moi. Alors, j'ai fermé les yeux. J'ai levé la tête. J'ai senti mes épaules se dresser vers l'arrière et monter en même temps. Mes poumons se remplirent
d'air pur. Et là, j'ai entendu le bruit de la porte s'ouvrir. J'ai fait un pas en avant. J'ai fait un pas en avant, comme je ne pouvais pas franchir cette porte, les yeux ouverts. J'ai fermé les yeux et je suis rentré, comme s'il y avait un avant et un après. Je suis rentré et j'ai vu ta mère s'avancer, cheveux blonds platine, coupés courts au niveau des épaules, un mascara feutré. Elle s'est montrée devant moi et m'a demandé comment est-ce que j'allais. J'ai dit que ça allait bien. Je me suis présenté. J'ai donné mon nom, Randy. Elle m'a regardé. J'avais l'impression qu'elle doutait de quelque chose quand elle m'a regardé. Et puis un sourire s'est affiché sur son visage, un sourire des plus naturels. Je me suis senti accepté, mais dans une situation ambiguë. Au début, elle m'a regardé, comme si elle ne voulait pas de moi, qu'elle essayait encore de savoir qui j'étais. Je t'ai regardé, tu m'as dit que j'en étais pas, tu m'as dit que j'en étais capable, que je pouvais le faire. Enfin, tu ne me l'as pas dit, mais ton sourire me le disait. Les silences échangés entre toi et moi disaient déjà: avance, tu es capable de le faire. Son père est arrivé, m'a servi un verre, ne m'a même pas serré la main. Pour lui, j'étais un invité dès le départ. Il m'a mis un verre entre les mains, m'a dit que c'était un Bourbon 78 et qu'il ne se foutait absolument pas de moi. J'ai pris le verre, j'ai bu et on a commencé à parler. La conversation s'est engagée et moi, je me sentais petit à petit plus en confiance. J'avais l'impression que des liens se tricotaient, que des liens se tissaient, comme une toile d'araignée qui résiste au vent. J'ai pris le temps de m'asseoir. Sur le fauteuil, une fois après avoir pris le temps de m'asseoir, je me suis mis près de toi. Je me rapprochais par étapes. Comme si le temps lui-même en dépendait. Alors je me suis rapproché de toi. Parce que je me disais, si je fais ça d'un seul coup, très vite, peut-être que tes parents vont avoir des idées derrière la tête. Si je me rapproche étape par étape, peut-être que non. Et je me suis finalement bien infiltré au sein de votre maison, de tes parents, de qui ils étaient et comment ils réagissaient avec moi, jusqu'à tard le soir, sur la terrasse, où la conversation a commencé à tourner autour de la table et du repas, et où je commençais à avoir un peu plus le trac. Tu m'as emmené quelque part. J'attendais près de la voiture. Le soleil donnait sur mon visage. C'était apaisant, agréable à sentir. À côté de toi dans la voiture, je regardais dehors, le paysage défiler. J'étais calme, silencieux, le vent dans mes cheveux, la main posée sur le bord de la portière de la voiture, ton regard posé sur la route, sur les compteurs de la voiture qui défilaient, le moteur que je pouvais sentir vibrer en dessous en dessous des sièges. Je ne savais pas où tu m'emmenais. Et puis finalement, un moment, j'ai compris.
Mais ce n'est pas toi qui m'as dit on va quelque part. C'est le paysage qui m'a indiqué où est-ce qu'on allait. J'ai compris simplement par les arbres, par les croisements des routes et par les immeubles. Où est-ce que tu m'emmenais? À un endroit que je connaissais. À un endroit auquel je n'aurais certainement pas pensé tout seul. À un endroit dans lequel réside le passé, prisonnier d'une boucle, une boucle intemporelle, une boucle qui se répète. Le premier pas que j'ai fait en avant, dans cette brocante, les vieilles breloques abandonnées, les vieux VHS, les vieilles couvertures, tous les vieux vêtements cintrés qui avaient appartenu à d'autres personnes, qui avaient cette odeur d'ancienneté si particulière et spéciale. Je marchais et le visage de cette femme me faisait signe. Elle me disait et me parlait de ce qu'elle vendait. Je regardais la vieille chaise retournée, son vieux tapis, un vieux tapis brun, un autre vieux tapis rouge foncé, et un tapis un peu plus ancien, en toile. Un tapis en toile, ancien, déchiqueté sur les bords, et un vieux tapis de paille, vraiment plus ancien encore. Ici, le temps n'était pas linéaire. Ici, le temps était un miroir brisé. Tu m'as pris par la main, et derrière, il y avait tes parents. Le soleil sur ma peau, moi, ayant l'impression de briser les règles, ayant l'impression de marcher à l'intérieur de ma vie, complètement fragmentée. D'un côté, une vieille chaise pouvait très bien représenter un moment passé avec ma femme. Une poupée, un disque, un vinyle, une musique pouvait très bien représenter un moment passé avec mes filles. Et tout ça s'enchaînait les uns après les autres. Je n'allais pas jusqu'à dire que je n'étais pas à l'aise, mais quelque chose continuait à me dire, ici, c'est la même chose que ce que tu fais, jongler entre une vie calme et entre une vie où tu as des obligations. J'avais l'impression que cette chose qui me le disait ne me le disait pas avec une voix, mais avec tout ce qu'il y avait autour de moi, des objets anciens qui ont déjà vécu un passé et qui cherchent à se refaire une vie. On est rentré tard ce soir et tu avais l'air à fleur de peau. Tu ne m'as même pas regardé dans les yeux. Tu as rien dit. Tu as sauté sur sa valise qui était posée sur le lit, les draps blancs étendus. Visiblement, le lit avait été fait avant qu'on ne revienne. Tu as mis ta valise et tu l'as défaite. Tu ne me regardais plus. Tu ne me parlais plus. Le plus frustrant n'était pas que tu étais fâché, à fleur de peau. C'était que j'ignorais pourquoi. J'ignorais si c'était quelque chose que j'avais fait, quelque chose qui s'était passé,
quelque chose que tu avais vu, une mini prise de conscience, peut-être que tu avais ressenti. Je me suis assis à côté de toi et tu faisais ton sac de manière frénétique. Même que j'étais assis à côté du sac, c'était comme si j'étais pas là. Tu continuais. Et moi, je te parlais. Mais c'est comme si tu filtrais les appels. Là, c'est comme si tu filtrais ce que je disais. Impossible de recevoir ne serait-ce qu'une réponse. Et toi, impossible de comprendre. Impossible de me regarder 2 minutes, de cesser de faire ta valise. La seule chose que tu m'as dite, c'est on part ce soir, dès ce soir. Et le pire, c'est que tu me l'as dit dès que moi, j'avais fini de parler. Je me suis levé et je me suis tourné. J'ai dit, on n'en parlera pas 2 minutes. On n'en parlerait pas 2 minutes avant de partir. Tu m'as dit, de quoi? Écartant les bras légèrement. J'ai dit, je sais pas, ta valise, ta manière de parler, d'observer, de regarder, de sentir, de voir. Ça fait depuis tantôt que t'es à fleur de peau. Je le vois. Je peux peut-être pas te mentir, mais toi non plus. Tu peux pas me mentir. Tu le sais très bien. Je sais quand tu mens autant que toi tu sais quand je mens. Tu as voulu prendre la porte et partir, ignorer la discussion. Je t'ai dit qu'après tous les efforts que j'ai faits pour arrêter de nier la vérité, c'est pas toi qui vas nier la vérité et t'y mettre à faire comme moi. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. C'est ce que je t'ai dit. Tu m'as parlé de rédemption en me disant c'est la personne qui a fait des erreurs qui me dit de pas en faire. Je t'ai regardé et je t'ai dit que moi j'avais simplement trouvé une rédemption. Elle n'était pas encore aboutie, elle n'était pas encore totalement finie, mais j'en avais trouvé une. Tu m'as regardé énervé, tu m'as dit, c'est toi qui me parles de rédemption. Honnêtement, ça va de ridicule en ridicule. J'ai tourné la tête et j'ai dit, je te parle pas de ridicule en ridicule, je te parle de me parler, d'évoquer ce que tu ressens. Là, tu rumines, tu fais tourner en rond. Tu m'as regardé et tu m'as dit qu'est-ce que ça peut faire de faire tourner en rond. J'ai pris la métaphore la plus simple et j'ai dit, tu vas finir par rayer le disque, crois-moi. Après, tu pourras plus te sentir fâché, juste emprisonné, croisant mon expérience. Tu t'es retourné et frénétiquement, énervé, tu as dit, ah ça c'est sûr que je te crois, vu ton expérience. Comment ça? Au moment où tu voulais partir et que tu as saisi la poignée, un peu ouvert la porte, j'ai claqué la porte et je l'ai fermée. J'ai dit comment ça mon expérience. Et on en a parlé. J'ai dit que tu le veuilles ou non, on va discuter. On va discuter que tu le veuilles ou non. Au vu de ton expérience, venait de lancer un sujet que je voulais à tout prix comprendre. Alors il n'était pas question, aucunement question que tu sortes de cette chambre, comme ça, que tu t'en tires si facilement, comme moi je le faisais avant. Le matin, on partait. Nous sommes descendus. Les escaliers paraissaient aussi longs que ma vie, tellement longs que j'avais l'impression d'être resté des heures dans les escaliers. Au pied des escaliers, ta mère et ton père attendaient déjà, porte ouverte, le soleil qui rentrait dans la maison, les affaires prêtes en bas.
Je ne me souvenais plus avoir déposé les affaires en bas. Quand j'ai vu le soleil rentrer, ça m'a fait du bien. Mais quand j'ai vu les affaires à côté de tes parents, fin prêt, une odeur de café, de pain grillé, et la table prête, la table de déjeuner, la lumière qui éclairait cette table, un panier de fruits, des tasses pas encore remplies, mais du café à table, une odeur de garniture diverses sur cette table, le chat gris aux yeux jaunes qui dormait, les plantes jaunies, les pétales qui tombent partout autour, les rideaux blancs, les murs effrités, une couleur qui s'en allait. Tu es arrivé et je t'ai demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Dans mon dos, tu avais pris le temps de faire ce que je ne voulais pas que tu fasses. Tu avais pris soigneusement le temps de déposer toutes les affaires en bas. Tu m'as regardé et tu m'as dit, c'est simplement un coup d'avance. Je t'ai regardé énervé, plissant les yeux. L'air énervé, j'ai dit, oui, ça c'est sûr, c'est un coup d'avance. Les yeux plissés voulaient dire un petit peu, mais montraient un visage ironique, disant, ça c'est sûr, c'est un coup d'avance. Comme si je le disais, alors que j'étais d'accord avec lui. Mais les yeux plissés, les lèvres presque mordues, que je me mordais, en disant, ouais, ça c'est sûr, c'est un coup d'avance, voulait dire tout l'inverse. Mon visage se transformait en un visage ironique, qui ne pensait plus les mots qui sortaient de sa bouche. Je suis descendu, et j'étais légèrement énervé, mais je contenais ma colère. Ses parents charmants nous ont apporté à manger ce qu'on avait mangé le soir passé, le soir précédent. Ils nous ont dit que c'est ce qu'on avait mangé le soir précédent. Je les ai remerciés et je suis monté, les mains sur le volant. J'ai attendu. J'ai pris le temps de réfléchir, regardant soigneusement devant moi, la voiture à l'arrêt. Je pense qu'au fond de toi, tu savais que si tu rentrais dans la voiture maintenant, une dispute ou alors un conflit allait éclater devant tes parents. Tu n'étais pas gêné, tu étais adulte, mais tu ne voulais pas de ça. Crois-moi, je te connais. Tu ne voulais pas de ça. Encore moins que moi, encore moins que moi je voulais partir. Moi je voulais partir, mais en même temps, je ne voulais pas non plus ça. Encore moins que moi je ne voulais pas de ça. Toi tu ne l'en voulais pas. Encore moins que tu ne voulais pas partir. Moi je ne voulais pas partir non plus. Mais bon, comme tu avais anticipé, il était temps. C'est comme si au fond, tous les deux à cause de ton anticipation débile, on était obligés de partir. Alors qu'on aurait pu simplement rester un peu plus longtemps, ne pas partir. Même si je connaissais tes parents que depuis quelques heures ou quelques jours, on aurait pu rester un peu plus longtemps si tu n'avais pas anticipé les choses, simplement par colère. Je sais que tu m'en veux, que tu m'en voulais, d'avoir été comme j'étais, mais je suis comme ça. Mais moi, je t'en voulais pour une chose bien plus légitime. Ne deviens pas comme je l'ai été. La voiture attendait dehors, et toi contre la voiture, tu me regardais, de loin. Je sais que tu m'en voulais, tu étais silencieux. Tu n'avais même pas le bras levé, appuyé contre la vitre. Juste l'épaule contre la voiture, et un regard silencieux. Tu ne disais rien et tu me regardais.
comme si même sans dire quoi que ce soit, tu m'avais déjà dit, vas-y, c'est à toi d'aller frapper à la porte, pas moi. Le silence faisait son travail. Le silence disait tout. J'ai pris les clés et j'ai été frapper à la porte. 2 coups. Ma femme m'a regardé, sourire aux lèvres, alors que la voiture était planquée dans l'obscurité. Et toi aussi, mais je pouvais te voir. Mais ma femme ne t'a peut-être pas remarqué tout de suite. C'était peut-être moi qu'elle a regardé d'abord. Ensuite, quand elle m'a vu, elle a ouvert la porte. Ses cheveux blonds qu'elle venait tout juste de lisser. Ça sentait encore le brûlé, les cheveux brûlés. Ça sentait encore l'odeur d'un fer à lisser, chaud. Je sentais l'odeur des cosmétiques et des crèmes sur sa peau. Elle m'a accueilli et mes filles en haut jouaient. Comment je le savais? J'entendais leurs pas. Des pas qui bougeaient un peu dans tous les sens. J'ai dit, les filles sont en haut, avec la cuillère à soupe en main. Elle m'a dit, oui, oui, les filles sont en haut. Viens, tu veux rentrer? Je vais te préparer un petit quelque chose, m'a-t-elle dit. Au moment où elle m'a dit ça m'a brisé en deux. Je me suis retourné vers la fenêtre. Je t'ai observé par la fenêtre et j'ai fermé les rideaux. À cet instant précis, je savais que mes 2 vies se confrontaient. Et donc, j'ai ouvert la fenêtre. Je t'ai fait signe. J'ai dit, viens, rentre. Mais finalement, j'ai fait les choses différemment. Je suis sorti, j'ai fermé la porte. J'ai dit que j'en avais pour 1 minute à ma femme, passant mes mains autour de son ventre. J'ai dit j'en ai pour 1 minute. Je suis allé dehors et j'ai dit viens, viens avec moi. Je t'ai entraîné dans ce que je pourrais appeler mon cauchemar. Je t'ai entraîné. C'était pas mon cauchemar, mais ça l'était quelque part. Si je pensais à toi pendant que j'étais ici, et inversement, si je pensais à elle pendant que j'étais chez toi. Alors je t'ai enfermé à l'intérieur avec moi. Et j'ai dit, bon, bah je te présente Damien. Je n'avais pas anticipé, je n'avais pas imaginé faire ça comme ça. Tout s'est transformé. Tout s'est transformé comme ça, en un seul coup. J'imaginais te présenter, ouvrir la porte, que tu sois avec moi. Mais rien n'était idéalisé. Rien n'était préparé à l'avant. Rien n'était préparé à l'avance. Tout s'est finalement remodelé à sa manière. Tout s'est refait. J'ai dû aller te chercher plusieurs fois. Tu es venu. J'ai dû te parler sur le porche. Tu es rentré. Et puis finalement, je n'étais pas prêt. J'ai dû parler à ma femme plusieurs fois, en seul à seul. Jusqu'à ce que je trouve le courage de dire, bah voilà, c'est Damien. Et tu t'es présenté en disant, ouais, bah moi c'est Damien. Un petit geste, simple, rien de ce qu'il n'y avait de bien extravagant. Tu as haussé les épaules et tu as fait un signe de la main. Tu as dit ton nom. C'est tout ce que j'attendais de toi. Le reste, une fois autour de la table, ma femme a su directement. J'ai vu dans son regard qu'elle avait tout compris. Mais autour de la table, j'ai dit j'en suis conscient. Je suis éternellement, je suis éternellement conscient. Je suis éternellement conscient de ce que j'ai fait et éternellement reconnaissant de votre manière de réagir. Mais je savais que votre silence et votre manière de bien réagir n'étaient qu'une phase, qu'un début, pour que je puisse simplement parler et dire ce que j'avais à dire.
Mais derrière le calme se cachait la tempête, et derrière vos deux visages, cela derrière vos deux visages, pas que sur celui de ma femme, sur le tien aussi, Damien. Et je savais que derrière le calme se cachait la tempête que j'allais recevoir en pleine figure, à laquelle j'allais devoir faire face, à laquelle j'allais devoir calmer cette tempête avec des explications, des pourquoi, des comment, des où et des quand est-ce que j'ai fait. Je suis arrivé, priorisant le mur, mettant mes mains contre le mur, laissant ma main effleurer le mur et le plâtre, sentant ma main contre le bord des cadres. Je suis arrivé, et j'ai vu ton expression, Damien, se retourner vers moi. Je l'avais mérité, ce regard. Je l'avais mérité, cette violence silencieuse, latente, qui attendait dans la pièce. Aucun de vous ne se regardait mal, aucun de vous ne se regardait mal. Mais par contre, c'est entre vous que régnait un silence complet. Ma femme, les bras croisés, avec son haut blanc et son jeans, te regardait de haut en bas, comme si elle regardait un buste de sculpture en plâtre ou alors en marbre. Elle t'observait silencieusement, ce qui donnait l'impression d'une distante, ce qui donnait l'impression qu'elle était distante, donnant l'impression d'une distance entre vous deux. Mais surtout de son côté, ce que je pouvais comprendre. Elle a toujours cru que j'étais le seul, l'unique, dans sa vie. Et maintenant elle découvre que j'ai bondi sur toi, comme un animal bondirait sur sa proie. Elle te découvre toi, elle te découvre toi, Damien, elle te découvre toi. Avant elle comptait 2, maintenant elle compte 3. Elle ne te calcule pas dans l'équation, mais elle te voit maintenant comme faisant quelque part partie de sa vie. Et elle ne peut pas l'effacer, ça. J'étais conscient que je ne pouvais plus rentrer, sourire aux lèvres, la prendre contre moi, sans qu'elle ne soit fâchée, hors d'elle, et qu'elle ne veuille me hurler dessus. J'étais conscient que je ne pouvais pas non plus te parler normalement, comme ça, comme si rien ne s'était jamais passé. J'étais conscient que vous deux, autant à l'un qu'à l'autre, je vous devais des explications dans la norme des choses qui se sont passées. Pas qui se sont passées, que j'ai faites. Dans cette histoire, le j'ai fait était important. Ce que j'ai fait et que je soulignais en gras. Je l'ai fait. Donc, évidemment, c'était important. Je vous devais des explications. Et le plus rapidement possible. Le plus clairement possible aussi. Des explications claires, nettes. Pas des explications foutues en l'air, figées dans le temps. Des explications qui relataient tous les faits depuis ma rencontre avec toi. Depuis ma rencontre avec toi, Damien. Et depuis ma rencontre avec toi, ma femme, ma bien-aimée, ma belle blonde aux yeux bruns. Ouais, depuis ma rencontre avec toi, je vous devais tous les deux des explications explicites, claires, précises. C'est limite si je me disais, ne faut-il pas que je rédige un texte avant? Que je vous écrive un petit quelque chose?
Parce que si je fais ça sans avoir écrit de texte, c'est comme vous supplier à genoux de me garder dans votre vie, mais sachant qu'il existera toujours dans un brouillard ce triangle amoureux, caché, en plus. Aucun de vous ne verra la relation qu'il y avait avant tout ça, comme elle était avant tout ça. Maintenant, elle est rayée, comme un vieux vinyle. Maintenant, elle est usée, comme un vieux fauteuil. Ce triangle amoureux, même avec de bonnes excuses, ne disparaîtrait pas comme ça. Mais moi, je le voyais encore. Ça prouvait qu'il fallait que je m'excuse de la bonne manière, et pas un simple «je suis désolé». S'asseoir à la table, tirer la chaise, vous regarder dans les yeux, poser les mains sur la table, avoir l'air qu'il faut avoir, concentré, réuni, et vous expliquer pourquoi, pourquoi j'ai fait ça, et à quel point je me sens coupable, et à quel point j'ai merdé, sous la lumière de l'intérieur de la maison. Pas le faire n'importe comment, sinon ça reviendrait à m'excuser, comme me mettre à genoux devant vous. Je suis monté. Dans le silence, je t'entendais parler, ami de fille. Je suis allé voir dans la chambre. Tu étais à genoux, jeans gris, ton suie, ta capuche, et ton t-shirt noir, avec une barre blanche. Tu m'as regardé, tu m'as dit, elles sont mignonnes. Tu es revenu dans le couloir. J'ai dit, tu as quelque chose à me dire ou rien? Je comprendrai si tu n'as rien à me dire. À un moment, une fille est arrivée dans le couloir, une de mes filles. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là? En mettant un genou à terre. Va te recoucher, vite. Elle est partie se coucher, mais avant de franchir la porte et de rentrer dans sa chambre, elle s'est retournée et elle a dit, est-ce que Damien, ça va devenir mon autre père? Tu vas être mon autre papa? J'avais envie de répondre. Tu m'as regardé. Et là, j'ai dit, j'ai vu dans tes yeux, j'ai dit, vas-y, faisant un geste vers l'avant. J'ai dit, vas-y, va lui répondre si tu veux. Tu y es allé, tu t'es mis à côté d'elle et tu l'as appelée ma chérie. Ce qui ne me dérangeait pas, aucunement. Un genou à terre, les yeux posés sur elle, un regard bienveillant, calme, serein, tu lui as dit, ah non, pas du tout ma chérie. Tu vois, entre grandes personnes, on doit encore s'expliquer. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Elle te regardait, mais comme si elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Moi, à la porte, je faisais de mon mieux pour ne pas me mêler de ce qui se passait dans la chambre, même si c'était mes filles. Ça en revenait au fait que je pouvais m'en mêler. Mais c'était une question posée par ma fille à moi, mais qui te concernait toi. Donc c'était au final comme si elle te l'avait posée à toi, et non à moi. Donc j'ai attendu dans le couloir, et j'ai juste écouté la réponse de ma fille de loin, avec un léger sourire aux lèvres, quand elle a dit « Mais pourquoi ?» avec une voix toute mignonne, et presque triste. Une voix se met pourquoi, mais en même temps fait mal, mais en même temps directement après. En même temps ça m'a fait mal, parce qu'elle voulait que tu sois son deuxième père. Mais directement après, c'est comme si la plaie s'était guérie tout seul. Parce que j'allais pouvoir reprendre mon rôle de père en main. Ce n'était pas de l'égoïsme, j'allais pouvoir redevenir son père une dernière fois. La consoler, lui expliquer les choses, pendant que en bas,
Nous étions en train de se parler de choses d'adultes, de comment ça allait se passer ensuite pour la suite. Un verre à la main, les fenêtres sombres devenant des miroirs à cause de l'obscurité. Et vous deux, près de moi, qui me regardiez. Je devais m'expliquer, et je sais, je vous en devais long. J'ai levé les yeux vers la grande lampe qui éclairait l'intérieur de la pièce. J'ai dit, je sais, je vous en dois long, je vous en dois beaucoup, je vous en dois un gros morceau. À toi, Damien, et à toi. C'est sûr, depuis longtemps. Ça fait longtemps que je te cache ça. Ça fait longtemps que je jongle entre deux vies. J'ai commencé à parler et j'imaginais mes filles en train de dormir. Mes filles qui, elles, participaient à ça, sans même le savoir. Elles dormaient dans un silence calme, dans un silence de mort, dans leur chambre. Sans le savoir au-dessus, elles participaient à ce dilemme que j'essayais de démêler, comme deux chaussures lacées l'une à l'autre, deux paires de chaussures lacées l'une à l'autre, qu'il fallait défaire, ou comme deux lacets qu'on n'aurait pas entrelacés avec un nœud, mais qu'on aurait tricotés l'un à l'autre, pour ne plus qu'ils se défassent. Deux paires de chaussures siamoises. On était dans le même pétrin, on avait tous les quatre les pieds dans le même plat. Mais il y avait une chose à retenir, importante. Si on avait tous les quatre les mêmes pieds dans le même plat, c'était de ma faute. Donc il fallait que je démêle tout ça et que je trouve comment faire. Et je vous en devais beaucoup, un énorme morceau. C'est pour ça que la conversation a duré longtemps, avant que je te demande de repartir et que, sous les yeux de ma femme, encore une fois, je fasse la bêtise de t'embrasser. Sous les yeux de ma femme. Après une ellipse de quelques semaines, on a mis en place un système de garde. Tu avais la garde des enfants et parfois je revenais à la maison. J'évitais de trop sourire ou de faire comme si rien ne s'était passé. J'arrivais, j'affichais un sourire, mais des yeux d'un air déçu. J'affichais comme une moitié du visage content. Bref, je revenais, mais comme si ce n'était plus réellement chez moi. Je voyais mes filles, je les prenais dans mes bras, mais je sentais toujours la tension régner ici, la trahison que moi j'avais semée. Tu avais la garde des enfants, ce que je trouvais complètement légitime, et moi je revenais le soir, parfois, chez Damien. Je garais la voiture, je levais les yeux, comme d'habitude. Comme à mon habitude, je levais les yeux, sous la pluie. Les gouttes d'eau qui tombaient sur mon visage, presque comme si j'étais en train de pleurer, déjà devant la porte de l'appartement. Mais ce n'étaient que les gouttelettes qui frappèrent mon visage. Je me souviens encore de l'odeur au tribunal, l'odeur de bois ciré, et l'odeur de vieux vêtements, l'odeur du vêtement d'avocat qui sent le synthétique, le bruit de la séance, le bruit du marteau et la défense, tout le monde qui parlait en même temps. Et finalement, tout ça pourquoi? Obtenir la garde de mes filles. Le fait que parfois je n'avais aucun argument, rien à redire, ou que je n'avais même pas le droit de parler. J'avoue que tu avais pris un avocat redoutable, capable de beaucoup de choses, d'arguments divers, qui m'interdisaient parfois même de répondre, même si de mon côté, j'avais ma défense. Tu avais la garde des enfants, et je suis retourné tard le soir, après avoir fait un dernier câlin.
J'avais tourné un chapitre de ma vie. J'avais un droit de visite d'une semaine par jour. Quand je suis revenu, je t'ai regardé, Damien. J'ai haussé les épaules. Tu m'as demandé si je n'étais pas trop triste. J'ai dit non, c'est juste un chapitre de ma vie. Et je me suis assis. Il est tourné maintenant, t'ai-je dit. Je t'ai regardé, tu as mis ta main dans mon dos, et j'ai dit ça va, t'es pas blessé par rapport à ce que j'ai fait. Tu m'as dit que non. J'avais été franc, honnête, et j'avais assumé mon erreur, ma trahison. Et c'est pour ça que tu ne l'étais pas. Mais tu m'as quand même avoué qu'au fond de toi, une petite part de toi était déçue et me détestait un peu, ce que je pouvais comprendre. Et ce soir-là, je me sentais presque coupable de m'endormir à tes côtés, de t'aimer. Je me sentais coupable de t'aimer, de m'endormir à tes côtés, de me serrer contre toi et de me blottir contre ton dos, parce que je t'avais fait du mal. C'était comme si je me blottissais contre quelqu'un que je détestais. La même impression. Mais toi, en revanche, je t'aimais, je t'adorais, mais je t'avais trahi. Et cet arrière-goût me restera en travers de la gorge, pour toujours, pour tout le temps qu'on doit passer ensemble, et pour toutes les visites que j'aurai chez ma femme pour voir mes 2 filles. Ça me restera en travers de la gorge. Encore, encore et encore, comme un arrière-goût qui ne part jamais vraiment, qui ne s'en va jamais réellement. Comme un flashback des séances, comme un flashback des séances chez le psychologue, à parler avec elle pour tout lui avouer de pourquoi j'ai fait ça, que ça partait d'un sentiment de solitude et pas d'un sentiment volontaire, où les flashbacks, les vues et revues de ces parties à la cour de justice pour obtenir la garde que tu as obtenue et qui ne me dérange absolument pas, même si j'ai voulu 100 fois m'expliquer avec toi, alors que juste après, j'ai compris que pour ça, c'était un détail sur lequel je tournais en rond. J'avais de toute façon le droit de les voir.